Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je me permets de vous interpeller comme ça, de manière rude. Est-ce que vous m'entendez? Première question, la question à 10 euros, à 1000 euros. Voilà, je vais attendre que vous me fassiez un retour son, et puis si dans 10 minutes... Ah ben voilà, si c'est bien. Sinon dans 10 minutes, si je voyais pas de retour son, ben, j'allais en déduire que vous m'entendez pas et que je parle dans le vent. Ça arrive, hein. Allez voir sur Twitch un peu. Des fois, je mets pas le micro et je parle pendant... Après, heureusement que j'ai un œil sur le chat. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Tu me files ton RIB pour les 1000 euros. D'accord, pas de problème. Envoie-moi ça à l'adresse que tu connais pas. Voilà, voilà. Bon, bah, on ouvre un petit peu en avance. Chronique de Babylone, hein, le principe. Je me permets quand même de répéter un petit peu. Hein. Pour ceux qui entendent 1000 fois ça et qui me disent putain, il nous saoule, il radote. Désolé les gars. Il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui étaient pas là quand j'expliquais. Donc voilà. Comme je dis toujours, la pédagogie c'est l'art de la répétition. Et Chronique de Babylone, c'est chronique. Tu montes et tu chroniques. On parle de... Là, j'ai des sujets que je vais vous proposer. Je sélectionnerai les montées. On va essayer d'être trois. Ça permettra de pas trop se couper la parole, hein, par rapport à la dernière fois. Et encore une fois, c'est bien qu'il y ait des gens qui veulent s'exprimer, qui veulent dire beaucoup de choses et tout. Mais malheureusement, je suis obligé des fois de faire le père fouettard parce que il y en a d'autres qui osent pas et ça crée un déséquilibre de parole. Ça peut créer des frustrations. Je parle de gens qui ont des choses intéressantes à dire, pas des gens qui font des digressions de 10 mètres et qui te tuent un live alors que bon, bref, voilà. Voilà, voilà. Salut Philippe Malvaux, salut Pierre-François. Les amis, le Facebook se remarche, hein, parce que j'avais perdu les codes en fait. Donc Facebook, Twitter, pour si jamais, hein, si jamais c'est pour communiquer avec vous lorsqu'il n'y a pas de live. Mardi mardi et jeudi comme hier, Twitch. Si t'as raté le live Twitch, t'inquiète pas. Si la vidéo est sympathique, je la mets sur Ozymandias, la deuxième chaîne. Donc tu as pu voir qu'hier j'ai placé une vidéo. Hein. On a analysé qui? Raphaël Enthoven. Si vous allez rigoler, surtout que sur Twitch le ton il est pas, c'est pas le même. Hein. Je me lâche un peu quand même. Ah ouais, il y a du gros mot, il y a. Et lundi, mercredi, vendredi, dimanche, le format chaîne. 3-4 heures d'émission, on va démarrer comme ça, et puis on fera évoluer. Et aujourd'hui, c'est des chroniques. Mercredi, c'était super. Je remercie Jess. J'ai vu ton message, Jess. Je te répondrai ce week-end. Hein. Volontairement, là, je réponds pas aux messages, mais parce que j'ai préparé 2 vidéos Patreon d'1 heure et demie chacune. Elles arrivent ce soir, les amis. Elles sont quasi prêtes. Une sur l'Inde, la seconde partie de l'Inde, et une autre un point de situation sur l'Est, hein, où je rentre dans le détail de la carte. Donc une bonne analyse militaire d'1 h 30. Ça c'est sur Patreon et c'est accessible pour les membres. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'espère que vous n'avez pas eu beaucoup de vent, parce que moi j'ai l'impression aujourd'hui d'avoir eu que du vent. On avait des vents violents. C'est marrant, hein, la semaine dernière on avait trop chaud et là on a ressorti pour certains les blousons. Salut Abdou. T'as vu comme il a fait mauvais aujourd'hui à Marseille et hier? On a un Mistral de fou là. Fais monter Francky Vincent. J'aimerais bien, mais Francky Vincent n'est pas avec nous. N'avez-vous pas remarqué que YouTube freeze ces derniers jours? Non, moi j'ai pas, non. Ce soir, Sosa. Ce soir, elle est posée. Et j'essaye toujours, vous avez vu, j'essaye toujours de poser dans la nuit pour les membres et les Patreons premiers. J'essaye toujours de poser tout ce qui doit être posé dans les quelques heures. Voilà. Après, je vais répondre à la question je sais pas s'il est abonné ou pas, mais c'est pas grave. Et puis il a le droit de s'exprimer. Je crois que c'est Bintawa qui me dit oui, non, mais tu risques de perdre des gens. C'était bien. Comme je te l'ai expliqué, Bintawa, t'as le droit de penser ce que tu veux, mais j'ai essayé de trouver une formule équilibrée où tout le monde, et surtout pour moi, parce que jusque-là, je faisais des vidéos, je faisais des trucs, et puis ce public là dont tu me parles qui se désabonne, c'est quelque part, c'est pas un public qui attends, comment dire ça? Les vidéos, elles prennent du temps, c'est du travail. Je vais pas, voilà, je vais pas donner du contenu gratuit à tout un tas de passagers clandestins qui ne servent pas la chaîne, alors que j'ai des gens qui me soutiennent depuis des années, des membres, des Patreons, et j'ai envie de leur donner le meilleur. Et si je monte d'un niveau sur la chaîne, il faut que les vidéos Patreon, elles montent d'un niveau aussi. Voilà. Donc la chaîne, elle a besoin d'un financement. Moi, si je perds des abonnés, ça me dérange pas. Hein.
C'est que là, je peux pas continuer à faire 40 heures par semaine et à la fin, tu as 50 euros, tu dois payer toute ta poche. Là, on demande un abonnement de 5 ou un abonnement de 8, je crois. Ceux qui ont pas un rond, ben, c'est gratuit aujourd'hui. J'ai même pas mis la monétisation. Et en général, je laisse un peu après derrière. Donc, je laisse quand même. Et puis, il y a plus de contenu gratuit qu'avant. Là, parce que je taffe toute la semaine. Maintenant, excuse-moi, les youtubeurs comme moi et d'autres, on travaille beaucoup. On aimerait, voilà, si on veut monter de niveau et évoluer, il faut passer par ce genre de formule. On force personne à adhérer. Ceux qui adhèrent, en général, ils regrettent pas. Ils sont là le mois d'après, demandent au Patreon parce que il y a un travail sérieux. Je veux dire, on vole personne. Mais tu me demandes de tout mettre gratuit et les abonnés. Non, mais c'est le problème dans cette société, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont passifs, qui viennent sur YouTube pour bouffer du contenu. Ce sont en général, je dis pas toi, mais des gens très ingrats qui t'insultent à la moindre truc, qui payent jamais rien, qui cherchent juste à gratter tout ce que la société de consommation leur donne. Ces gens-là, moi, j'en veux pas. C'est comme les gens qui montent, qui ont rien à dire, ou les gens qui montent, qui font les divas sur les lives, alors qu'ils sont rien du tout. Tout ça, je veux, et c'est le premier mois, je veux que la chaîne monte d'un niveau, d'un cran. Et pour ça, je suis désolé, je me mets à plein temps. Là, je travaille pas. Donc pareil, je vais pas travailler gratuitement pour des gens sur YouTube que je connais pas, alors que tu as des gens qui, eux, m'aident, et je veux fournir à eux. Et on est de plus en plus de youtubeurs à être comme ça, parce que on est des êtres humains et on va pas donner. Pendant des années, j'ai donné du contenu gratuit de qualité, je me fais insulter parce que les mecs, de toute façon, que tu sois prix Nobel ou un tocard, ils te mettent sur le même plan. Ils captent pas les perles que tu donnes. Donc là, maintenant, je donne ça à des gens qui veulent. Et puis si on est, tu sais, si on est 500 abonnés, ça va. Hein. Encore une fois, le chiffre de 22 300 personnes veut rien dire du tout. Hein. Il y a beaucoup d'indésirables. Il y a des gens dont on ne veut pas, qu'on préfère qu'ils aillent ailleurs, parce qu'ils servent à rien. Ils sont là de forum en forum et tout. Et donc, et tu as raison de le dire, ceux qui n'ont pas la possibilité d'adhérer à tout cela, et je le comprends, ben, je fais quoi là? Avant, je faisais 2 lives par semaine, 3 grand max. Là, je fais 4 lives par semaine gratuits. Je laisse bien 1 heure après, voire 1 heure et demie, volontairement pour que les gens puissent quand même voir le live. Je veux pas faire le chien. Et puis je remets 1 heure de temps fort. J'accorde quand même une certaine place à ceux aussi qui n'ont pas la possibilité d'aider financièrement, mais qui sont là, qui poussent, qui t'aident, qui t'envoient des infos. Ben, c'est pour ça que je le fais pour eux. Et pour toi éventuellement. Voilà, merci de me permettre encore de repréciser les choses. Mais nous on veut plus quoi, parce que sur YouTube il y a un certain type de public qui commence à nous gonfler. Je suis pas le seul, hein, moi je le dis ouvertement, mais tous les YouTubeurs pensent pareil. Il y a tout un tas de gens qui nous servent à rien. Là, on n'en veut pas de ces gens. Ils sont là, ils consomment des trucs. C'est tout. Alors, on a préféré qu'ils aillent sur TF1. Et puis voilà. Donc si on veut monter en qualité, si je veux pouvoir interviewer des gens, si je peux pouvoir faire des documentaires dans d'autres villes, si je veux pouvoir, c'est les projets, payer des gens qui travaillent pour moi, parce que je veux dire, ils vivent pas d'amour et d'eau fraîche. J'ai besoin de créer un système économique que d'autres ont créé. Voilà. Et pour le travail que je fournis, il y a 700 vidéos sur Patreon. Il y a 700 vidéos, il y a du concept, il y a des choses de fou. J'ai pas l'impression non plus d'abuser. Là, on fait des émissions, ça se voit pas forcément, mais on a des invités de qualité, je suis désolé. Et il y a un travail, quoi. L'édito du lundi. J'aime bien ce que je fais, hein, je m'en plains pas, mais quand on me dit, ouais, mais est-ce que tu peux donner ça gratuitement? Je dis non, il y a l'édito du lundi, moi j'y ai passé mon dimanche. Vous étiez peut-être en famille ou avec vos amis, mais moi, le dimanche, je faisais l'édito. Et ça, j'ai pas envie de le donner à des types qui m'envoient des messages anonymes pour insulter mes parents ou pour dire parce que vous voyez pas les messages de taré qu'on reçoit. J'ai quelqu'un en ce moment, voilà, qui me les efface de temps en temps et c'est moi aussi qui les efface. Mais il y a que voilà, moi je suis pas philanthrope, hein, et puis la société actuelle, j'en veux pas. Donc nourrir des gens de vidéos YouTube gratuitement, ils ont des gens pour ça. Hein. Mais de plus en plus, voilà, tu vois, moi je vois Teddy Boy, je vois plein de gens. Si on veut fournir un travail sérieux, il faut se mettre à plein temps. Si je me mets à plein temps et je travaille pas, je fais comment? Je vis de quoi? C'est que là, ce mois-ci, c'est pas le mois où je vais toucher le plus, mais je m'en tape. Je me plains pas, mais j'explique la situation. Et j'explique aussi quelles sont, tu vois, c'est franc ce que je fais, j'explique aussi quelles sont les limites. Moi, je veux privilégier ceux qui ont soutenu la chaîne depuis des années. Qu'ils aient un abonnement à Patreon ou pas. Il y a des gens, ils ont pas un rond, mais ils ont soutenu la chaîne à bout de bras cette année. Il y a des gens, ils m'ont trouvé des invités. Il y a des gens, ceux-là, c'est ceux-là que j'ai envie de... Ah, ceux-là, il n'y a pas de problème. Je leur fais des vidéos et je leur envoie les liens en cachette, même s'ils veulent, sans qu'ils payent. Parce que voilà, il faut quand même, pour exprimer une certaine reconnaissance, malheureusement, oui, effectivement, tu discrimines indirectement des gens.
Mais parmi ces gens, il y a des gens que j'ai pas envie de voir. Salut Fabien, si tu as envie de monter, c'est avec plaisir. Hein. Mais, il n'en demeure pas moins que je pense toujours aux gens qui n'ont pas une thune, les pauvres, qui sont dans la galère, comme j'ai connu une galère noire, ces gens-là qui sont là et qui m'ont soutenu quand on n'était rien du tout, ben, c'est pour ces gens-là qu'aujourd'hui, par exemple, je déclenche les chroniques alors que honnêtement, j'ai vraiment pas envie de faire l'émission. Je devrais pas le dire, c'est pas pro. Mais si, en même temps, je me suis dit, non, je vais la faire, l'émission. Il n'y a pas de je la fais pas ou ceci, cela. Maintenant, je leur fais une émission. Voilà. Et émission sans pub. Depuis le début de la semaine, quand vous êtes sur le live, normalement, il ne devrait pas y avoir de pub. Et encore une fois, voilà. Donc, si t'as pas le gars qui a pas un rond, qui peut pas me skin, et c'est pas grave, hein, et tout. Tu viens le lundi, tu viens le mercredi, tu viens le mardi sur Twitch, tu viens le jeudi, tu viens quand t'as envie. Et dis-toi que même si t'as raté sur Ozymandias, il y a Twitch, et sur Los Locos, tu auras toujours 1 heure du truc que j'ai fait avant. Donc même toi, tu vois, à la limite, même celui qui peut pas, eh ben il a quand même quelque chose. Et il aura toujours plus que ce que je faisais en août. Quand je travaillais, je pouvais pas me consacrer pleinement à la chaîne. En tout cas, merci à toi, Bintawa, pour ton message. Je te remercie, parce qu'encore une fois, voilà, ça permet d'expliquer les choses. Non, on est tous les meilleurs, hein. On essaie juste de développer quelque chose, hein. Encore une fois, moi sans vous, je suis rien, et vice versa. Enfin, si. Vous sans moi, vous êtes quelque chose. Vous êtes vous. Mais moi, en tant qu'aile loco sur la chaîne, hein, sans vous, il y a rien. Voilà, il faut s'en rappeler aussi. Alors, je mets le lien pour Fabien. Je vous lis un petit peu, on a le temps, c'est vendredi, et là, rien que le fait de vous voir là, j'ai déjà la force et j'ai envie maintenant de la faire, l'émission. Tu vois, c'est ça aussi qui est bien, c'est que... Non, c'est vrai, c'est cool. Tu peux être fatigué, tu peux être épuisé. Là, j'ai fait du montage, j'ai fait plein de trucs. En fait, je suis pas sorti du live de la dernière fois quelque part, puisque là, je vous travaille un sujet dimanche. Dimanche, les gars, vous allez, je pense, apprécier, parce que dimanche, on va consacrer notre dimanche à l'Apocalypse de Saint Jean. Étude, décryptage, remontage, démontage, analyse, contre-analyse, synthèse, ce que tu veux, on le fera. Voilà. Je suis allé voir à droite à gauche des gens qui en 45 minutes prétendent expliquer l'Apocalypse, mais alors attendez, moi j'ai dû rater un truc. Le mec il t'explique, en fait, tu lui demandes de te parler de quelqu'un, il te parle de son habillement et puis il arrête la vidéo. Et le meilleur, lo mejor, de la salsa, là, c'est pas la salsa. Ah, ça va Fabien? C'est Fabio El Gringo. Comment ça va? Ah, le gringo, ça, c'est bien, c'est bien. Ah, tous des L, maintenant. Comment tu vas? Ça va, ça va. Excuse-moi pour samedi, je t'ai raté samedi, j'ai vu que tu avais fait un coup de fil. En ce moment, c'est la merde. Tout le monde m'appelle, je vois pas les coups de fil, j'ai un nouveau téléphone et comme je suis un homme préhistorique, j'ai du mal à l'appréhender. Non, mais il saoule ces téléphones. Puis il faut tout remettre les numéros, tout ça et tout. Mais j'ai vu que tu m'avais appelé, je suis désolé. Écoute, moi, cette semaine, hors la guerre, hors politique, tout ça, moi, j'ai 3 trucs sympathiques que je vais te mettre en copie d'écran. Ça peut structurer un petit peu nos chroniques. Pourquoi je fais ça? Je suis complètement con, mais ça, vous le saviez déjà. Pourquoi il klaxonne, lui, dehors? Voilà, ça. Non, mais c'est à Marseille, le mec, musique à fond à 3 heures du matin devant des gens, chez des gens qui dorment. Et quand tu descends, ils te demandent de le respecter. Bon, tu prends une patate, mais et il veut le respect, le mec. Tu vois, c'est les mecs sans gêne, mais quand ils te mettent dans l'embarras, t'es obligé devant tout le monde de les afficher. Et oh, respecte-moi, mais ferme ta gueule, respecte déjà les gens, te parlerai pas comme ça. Tu vois, c'est ça un peu. L'autre fois, j'en ai eu un à 3 heures du matin. C'est des adultes, hein. Alors tu sais, il y a cette nouvelle que j'ai vue, c'est-à-dire qu'ils proposent à Lyon un immeuble sans chauffage, puisqu'apparemment rien que les matériaux chauffent. Mais moi, ce que j'ai retenu surtout, c'est que cet immeuble est géré par ordinateur. Donc on parlait de domotique, on parlait de smart city, on parlait de ville intelligente, enfin ville prison, et les fenêtres, la ventilation, les entrées, les sorties, tout ça est géré par ordinateur. Je trouvais cette nouvelle assez intéressante parce que le monde qui nous prépare, ça va être un monde de contrôle. On avait aussi, alors attends, ça c'est super important. Donc apparemment Natacha Ray et comment s'appelle la deuxième dame, Amandine Roy et Natacha Ray, les 2 femmes qui ont lancé la théorie selon laquelle Brigitte Macron serait un homme, ont été condamnées en diffamation le 12 septembre. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Et qu'est-ce que j'avais aussi? Oh, j'avais des trucs, bon, Zemmour condamné en appel pour provocation à la haine raciale, ça change pas, c'est normal, à la limite, il n'aurait pas été condamné, ça aurait été bizarre, la météo aurait changé. Puis on a la rentrée avec les profs qui tapent, des élèves qui tapent, tout le monde tape tout le monde. Voilà, je sais pas si ça t'inspire, hein. Sinon il y a la braderie de Lille.
Ça a l'air d'être plus inspirant. Ouais, bah écoute, ça fait beaucoup, hein, tout ça. Je vois que tu fouilles un peu le support. Tu donnes, comment dire, ouais, ouais, bah il y a pas mal d'actualités. Bah écoute, moi j'ai envie de parler de l'école là parce que ça ne va pas. L'école est en train de s'effondrer. Moi, je pense que il faut pas oublier quand même que l'enseignement secondaire, donc collège, lycée, c'est quelque chose qui s'est développé principalement après la Deuxième Guerre mondiale. C'est un acquis social qui est en train de s'effondrer parce que maintenant, de toute façon, ça n'a plus d'intérêt pour les élites. Elles se disent pourquoi former des esprits capables de penser alors qu'on peut maintenir un système à minima. Attends 2 secondes. Attends, je reviens. Je t'en prie. Ouais, ouais. Bah, écoute, moi, je vais combler, c'est mon boulot, mais l'école, ouais, c'est vrai que depuis la massification, réforme Fouché 63, on a voulu massifier, c'est-à-dire qu'un maximum de gens du peuple, avant, dans les années 60, les gens, ils passaient leur certificat d'études, puis en général, ils essayaient un apprentissage, ils essayaient d'apprendre un métier, rentrer dans la vie active assez tôt. Et puis, on s'est dit, tiens, il faut quand même que les petits pauvres puissent aller au collège. Donc, on a fait les collèges d'enseignement généraux et on a massifié. Et puis, depuis X temps, en fait, si on parle de l'école, et j'attendrai ton retour, Fabien, faudra voir déjà si on parle de l'école municipale, les petites écoles, les collèges, les lycées, parce que ou au-delà, l'enseignement supérieur, parce que on a différents acteurs qui les gèrent. Je prends l'exemple des lycées. Les locaux, je crois, appartiennent à, si je dis pas de conneries, les locaux appartiennent à l'État, il me semble. Les agents, c'est la région qui les paye. Les profs, c'est l'éducation nationale. Donc, il y a plusieurs intervenants. Est-ce qu'on a laissé tomber l'école après? Ben, je te laisserai parler parce que Ah, alors vas-y. justement, je pense que le projet là maintenant, c'est de faire de l'école secondaire, c'est-à-dire après l'acquisition de la lecture, l'écriture, les mathématiques de base, addition, soustraction, division, d'en faire le minimum possible pour que seuls ceux qui vont dans le privé, et notamment les grandes écoles parisiennes entre autres, mais le privé en général, aient un niveau scolaire qui passe la barre d'essai pour aller jusqu'au baccalauréat, comme ça existait à l'époque des écoles des écoles préparatoires au baccalauréat euh, qui existait avant l'existence des collèges et des lycées et qui était réservé à une élite. Il y avait très peu de gens qui préparaient le baccalauréat. Une fois Oui. que tu savais lire, écrire et compter, c'est bon, on te lâchait dans la nature, tu te démerdais, tu trouvais un travail et tu fermais ta gueule. Tu te formais, ouais. Ou tu te Là, formais avant ou pendant le travail, tu te formais, ouais, c'est ça. Là, on fait de la garderie en quelque sorte, non pas que les profs ne soient pas motivés à faire autre chose, non pas que les directeurs d'établissement n'aient pas envie de continuer, mais ils sont délaissés, ils sont abandonnés, on Mais dit, Fabien, alors volontairement là, on va converser. Écoute-moi, on va. Attends, j'entendais. Volontairement, parce que je sais que tu connais le sujet, on rentre pas dans les détails. Je sais que tu connais bien ton sujet. Je vais me faire l'avocat entre guillemets du diable pour bien comprendre ce qui va pas, sachant que moi aussi j'ai une petite expérience dans ce domaine, mais peut-être mais pas en tant que prof bien évidemment, mais j'ai une petite expérience parce que moi ce que je vois de ma petite expérience, hein, maintenant je peux le dire, je travaille plus, j'ai une super expérience d'1 an où j'ai travaillé comme agent d'entretien, comme cantonnier, comme je dis, dans les lycées marseillais, lycée sud. Donc j'ai pu voir les équipes pédagogiques, j'ai pu voir tout un tas de gens, que ce soit des surveillants, que ce soit des proviseurs adjoints, des profs, des agents techniques. Bon, c'est des petites communautés. Quand tu travailles, tu connais tout le monde. Moi, ce que j'ai vu, c'est alors j'ai travaillé dans les lycées sud marseillais. J'ai vu des gens motivés, j'ai vu des gens qui apportaient leur plus, mais même les agents, hein, même les cuistots, des gens qui faisaient tout pour que l'élève n'ait plus qu'à venir
travailler. J'ai vu des locaux super bien entretenus par des gens motivés. J'ai vu des équipes pédagogiques, notamment dans le dernier lycée où j'ai travaillé. Je poursuis juste un peu, hein. J'ai vu des équipes pédagogiques, mais vraiment des gens super. Tu sens qu'ils avaient la vocation. J'étais dans un lycée professionnel à la fin, mais tu voyais des super profs tu sentais que voilà, tu le sentais. J'étais pas avec eux en cours, mais tu vois quand même et tout. Donc moi j'ai vu beaucoup de gens qui font que l'éducation nationale, qui apportait de la valeur dès 6 heures du matin jusqu'à 19 heures, des cuistots, des proviseurs qui étaient là, des proviseurs adjoints, des ce que tu veux et tout. Et j'ai vu une éducation. Alors ce que j'ai pas vu, c'est les programmes effectivement. Et donc ma question, c'est quoi le souci? C'est qu'il n'y a pas assez d'argent déversé par l'État, parce que juste Fabien, je finis. Parce que moi, ce que je vois, c'est que la région, par exemple, c'est plus mon employeur, mais la région, il se défonce pour que les lycées tournent, il se défonce pour faire plein de trucs. Maintenant, je peux le dire, je peux dire du bien. Je me suis retenu pendant un an, mais je peux dire du bien. Moi, j'ai vu des gens de l'intérieur, dans la région, et même ceux qui sont pas in situ sur les lycées, tous ces gens qui essayent, qui apportent leur petite valeur ajoutée pour qu'on ait quand même quelque chose en France qui semble être de qualité. Donc, c'est quoi qui va pas, si tu pouvais nous dire? Je te donne la parole. Je donne la parole à Sylvie dans un premier temps. Sylvie Coccinelle, à toi. Ouais, salut Ryan, excuse-moi Salut. d'intervenir comme un cheveu sur la soupe. Je suis d'accord avec toi. Moi, je travaille dans le milieu et le personnel est extrêmement motivé, compétent, courageux. Oui. Les élèves s'accrochent tant bien que mal. Nous, ce qu'on constate de l'intérieur, c'est qu'on n'a plus les budgets pour rien. Voilà. Donc, le nombre d'heures supplémentaires est diminué. Le nombre d'accompagnants est diminué par 2. Les AESH, les AED, les surveillants, c'est la moitié en moins cette année. Donc, un problème de sécurité et de discipline dans les couloirs. Et les sorties, c'est pareil. Il y a un tas de sorties qui sont supprimées parce qu'on n'a plus les budgets. Le budget piscine, pareil, plus de piscine. Donc, il faut se rendre compte que l'éducation nationale, c'est un des postes qui est sacrifié par les contingences budgétaires. C'est un problème d'argent. Maintenant, comme tu dis, le personnel est extrêmement motivé. Ils ont la vocation, on a la vocation et on se démène pour les élèves. Mais il y a plus de fric, quoi. Et les prochains dispositifs qui ont été évoqués avant les vacances d'été, c'est de fermer des lycées, de faire des regroupements. Le critère étant que les élèves auront juste à se déplacer au maximum de 20 minutes en voiture pour rejoindre leur établissement. Et il va y avoir des suppressions de postes de profs et d'accompagnants. Voilà. Mais c'est excellent ce que vous avez fait là. Vous avez posé un problème qu'on ne voit pas forcément, qui est en plus qu'on retrouve aussi dans d'autres ministères, puisque on a un État qui se sert de l'éducation nationale maintenant comme variable d'ajustement pour payer des banquiers. C'est grave effectivement, et on est d'accord sur le reste de l'intérieur. Écoutez, moi, je l'entends bien. Donc en fait maintenant ils rognent sur l'école pour donner aux Ukrainiens et à la City un peu, si je caricature. Ah, le micro est coupé par contre. Voilà. Tu sais, l'année dernière, on en est arrivé à rester 15 jours sans pouvoir faire de photocopie parce qu'on ne pouvait pas acheter les tonnerres. Les feutres qui n'étaient pas renouvelés. Donc, ça s'est un peu amélioré. On n'est plus dans cette situation-là. Mais des fois, tu as l'impression que tu te retrouvais dans un pays du tiers-monde, quoi. Donc, Ah ouais. On a mis quand même un peu plus ce paquet sur la sécurité. Donc, Sylvie, tu bosses dans un collège ou un lycée? En collège. Ah oui, d'accord. Oui. Moi, carrément, vous manquez de matériel, carrément. Alors ça a été sur la fin de l'année dernière. Après, là, on n'a plus ce problème-là. D'accord. Mais on regarde tout parce que tu vois là, pour certains élèves, on doit acheter des souris scan, les élèves qui sont en situation de handicap. Ouais. Ça coûte 100 € la souris, on essaie de trouver une solution parce que pour l'instant, on n'a pas les budgets pour acheter une souris scan. Alors, ce qui se fait ici à Marseille, c'est au niveau des collèges, donc c'est le département, mais je sais pas si la région elle fait pas un truc similaire. C'est que les enfants, ils ont déjà une tablette ou un ordinateur qui leur est offert. Ouais. Voilà. Ouais. On a eu ça aussi. Ils s'en servent très peu en plus.
Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, en tout cas, dans la région PACA, moi, ce que je vois et ce que j'ai vu à plusieurs reprises, c'est qu'ils ont du matos. J'étais dans un lycée, il y avait du matos. Ça posait pas de souci. Mais tu vois, moi, je n'ai vu que dans certains lycées en région PACA. Donc, moi, j'ai vu des bons trucs. Mais c'est vrai que j'ai pas la vision que tu as. Je sais pas, dans le nord, à l'est. Les tablettes, c'est un peu idéologique, hein, c'est tout numérique, alors que dans les pays d'Europe du Nord, ils ont justement supprimé les tablettes et ils sont revenus au bon vieux livre. Parce que refoutre encore toute la journée des enfants qui sont sur des tablettes, alors que déjà ils ont beaucoup de cours imprimés où ils prennent pas de notes et tout ça, c'était vraiment les inciter à la paresse en quelque sorte. Hein. Donc les tablettes, on les utilise pas trop. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Parce que là, je viens de rentrer, mais moi, j'aime pas trop qu'on critique les profs. Non, je sais bien que c'est pas ce que tu as fait, mais faut arrêter de dire que c'est des feignants, parce qu'alors là, prenez notre place et puis vous verrez quoi. Et puis au-delà de ça, moi cette année, je suis qu'avec des troisièmes et je peux t'assurer que les élèves ils s'accrochent. Tu remarqueras que là, j'ai fait quand même des éloges mérités parce que c'est vrai, c'est sincère. T'as été dedans, donc t'as vu quoi. Tu l'as vu. Voilà, j'ai vu des choses et j'ai envie de dire aux gens, vous voyez, quand on voit les choses de l'intérieur, on voit différemment et on voit quand même les petits trucs, on voit des belles choses aussi. Et je suis d'accord avec toi. Désormais, il m'est arrivé des fois de critiquer un peu bêtement les profs, mais là, avec l'année que j'ai vécue, maintenant j'ai vu des choses. Et effectivement, ils sont pas à l'intérieur. Hein. On parle toujours facilement, on critique facilement. De toute façon, il faut des commissaires. Et puis par rapport à l'école publique, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Fabien, parce que bon, certes, déjà les filières pro, faut savoir que maintenant elles sont hyper valorisées parce que ça coûte très cher une formation professionnelle et qu'ils prennent que les meilleurs. Oui. Moi, les élèves pensent qu'en foutant rien, ils iront simplement en pro. C'est pas vrai parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Ils prennent mais c'est pro. Bien sûr. Voilà. Écoute, j'ai travaillé dans un lycée là. Le dernier lycée où j'ai travaillé, c'était un lycée professionnel où ils faisaient de la voiture, de la carrosserie. C'était les métiers liés à l'automobile. Non seulement pour rentrer, c'est sur dossier. En plus, les élèves, tu te dis, c'est un lycée pro machin. C'était vraiment, les élèves étaient calmes, étaient studieux, étaient tranquilles. Tu vois. Les plus motivés, les meilleurs de la filière pro. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Et loin de là, maintenant, il y a beaucoup d'élèves en fin de troisième qui n'ont pas d'orientation. Soit parce qu'ils se sont entêtés à aller en général, ils n'avaient pas le niveau, soit parce qu'ils pensaient qu'ils allaient facilement être acceptés en pro, et non, ils n'avaient pas un bon dossier. Et puis après, si tu es au niveau de l'école publique, bon, alors ça remonte à une information que j'ai depuis plusieurs années. À partir des masters, tu as des écoles publiques qui sont des écoles qui prennent que sur dossier, donc ils prennent que les meilleurs des meilleurs. Tu peux sortir du privé et ne pas avoir le niveau pour aller dans certaines écoles publiques. Ouais, bien sûr, c'est. Ouais, parce qu'on a l'image des lycées professionnels qui récupèrent des cancres, c'est pas vrai. Hein. C'était avant ça, c'est plus le cas. Et dans les écoles publiques, les masters et tout, c'est pas la sélection par l'argent, c'est la sélection par le dossier scolaire. Donc soit tu as été un excellent élève, tu as eu un super parcours et tu pourrais intégrer ces écoles publiques là, l'IAE à l'ancienne par exemple, qui est une des meilleures de France, qui est publique mais sur dossier. Tu vois? Et au-delà de ça, tu as des écoles privées qui ont des niveaux pourris, quoi. Ouais, c'est pas une règle, c'est pas une règle générale. Il y a toujours moyen de s'en sortir aussi. C'est vrai que si tu mets tes enfants dans de très bonnes écoles privées où là tu sais qu'il y aura un bon environnement, etc., ça va être bien. Mais si t'es pas bon, t'es pas gardé. Ils commencent l'année scolaire avec, je sais pas moi, je me rappelle plus. Attends. Je vais dire une connerie, 20 sixièmes et ils terminent avec 2 terminales. Il y a une sélection parce qu'ils veulent 100% de réussite au bac. Donc, ça sélectionne. Alors, c'est peut-être pas très joli. C'est vrai que tout le monde n'a pas ses chances. Mais en attendant, quelle que soit l'école, il faut que tu t'accroches. Oui. Non, attends, excuse-moi sur ce point. Si au contraire, un examen et la sélection par l'intelligence, c'est vraiment tout le monde a ses chances. Il suffit de travailler. Je suis d'accord avec toi. Alors, je veux juste revenir sur un point. Moi, je pense que, alors, je donne juste un point de vue. Je pense que donner des ordinateurs ou des tablettes à des élèves comme ça n'a pas de sens parce qu'ils sont déjà sur pour soi-disant leur apprendre l'accès au numérique. Ils ont déjà accès au numérique. Moi, ce que j'aurais fait, c'est plutôt responsabiliser les élèves et je leur aurais proposé plutôt des cours de développement
développement informatique, à apprendre l'informatique. Ils ont ça aussi, hein. Ah, d'accord, autant pour moi, alors, ouais. Et le problème, il se pose de la troisième à la seconde, parce que si tu donnes trop de polycopies aux élèves et qu'il n'y a pas assez de prise de notes, en seconde, c'est principalement des prises de notes. Donc là, en troisième, on essaye quand même de leur dicter les cours et de leur donner moins de polycopiés, parce que ben voilà, la prise de notes et l'autonomie, il faut qu'elle soit là dès la seconde, dès l'entrée en seconde, tu vois. Ça, c'est bien ça, parce que moi, quand j'étais à la fac, mais même en maîtrise, il y a des gens qui savent pas prendre des notes. Alors que bon, t'es en fac de droit, t'es en maîtrise, t'es censé prendre des notes. Et ben, je te promets, même là, enfin, c'est dans les années 90, moi, 95, 96. Mais si tu me dis que maintenant, l'un des prérequis en seconde, c'est de savoir prendre des notes, je trouve que c'est bien. Ouais. Ah ouais, puis ça va beaucoup plus vite. Hein. Là, il faut être autonome. Si tu veux, la troisième, il faut vraiment les préparer à cette exigence d'autonomie de la seconde. Ouais, sinon, les élèves, ils sont paumés. Hein. Alors, je vais te poser quelques questions. De tous les ministres de l'Intérieur, de tous les ministres de l'Éducation nationale qu'on a pu voir ces dernières années qui semblaient carriéristes, est-ce que ces 20 dernières années, il y a un ministre de l'Éducation nationale qui est sorti du lot, qui a fait des choses bien, qui est apprécié? Je peux avoir exercé mon droit de réserve. D'accord, ok. Ah ben oui, pardon, oui, t'as raison. Voilà. Ouais, autant pour moi. Je te laisse, Raya, je vais laisser la place à Fabien. Merci d'être monté. Ouais, ciao. Ciao. Tu peux retourner ? Oui, j'arrive. Voilà, donc bon, pour dire, parce que ça c'est notre avenir, tu vois, la nation, son avenir, c'est la jeunesse. Ouais, bien sûr. Donc ce qu'on fait des jeunes, c'est ce qu'on fait de la société de demain. Alors, Fabien, pareil, là, je me permets à chaque fois des insists parce que ça me permet de relancer le truc. Moi, il y a un truc quand même que je vois alors je suis un néophyte, j'ai pas toutes les armes pour évaluer ce système, mais quand j'analyse un peu, ce que je vois, c'est une école relativement saine, on va le dire comme ça, parce que c'est vrai, où l'élève rentre, il est dans un cocon, il est plus ou moins protégé un petit peu du monde dur, etc. et tout. Mais dès que l'élève, tout ce que l'école, éventuellement ses parents, s'ils sont bien, lui transmettent en valeur, en tous les trucs bien, dès qu'il sort dehors, la société lui propose que des trucs pourris. Et quelque part, j'ai l'impression que l'école, elle rame. Quand l'océan envahit le bateau, l'école, c'est le mec qui est en train d'écoper avec un seau. Voilà. Et il est là le problème. Le problème, c'est pas la société ou les parents machin. C'est que quand l'élève adolescent, il est au contact de Babylone, de la société, il y a toutes les merdes possibles pour le pervertir, lui pourrir la vie, le rendre fainéant, le rendre con, le rendre passif. Et donc le travail de l'école, il est détruit dès 17 heures. Non? Tu sais, moi j'étais dans une formation carrière sociale autrefois dans les années 90. J'étais dans une formation carrière sociale, je vais obtenir un DUT de carrière sociale option animation socioculturelle. Bon, concrètement, c'est pas non plus d'organiser des événements culturels et des concerts et des machins, c'est plutôt d'être animateur dans un foyer de jeunes travailleurs ou dans un centre de loisirs ou ce genre de choses en réalité. Ouais. C'est pas le nec plus ultra, c'est au-dessus du BAFA, mais pas beaucoup au-dessus. Comment dire? Ces gens-là aussi, ils écopent. Hein. Ils écopent beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui écope, en fait. Et d'ailleurs, même dans le professionnel, dans le privé, comme dans le public, il y a beaucoup de gens qui écopent. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est, si tu veux, dans la structure, le problème, il est babylonien, en fait. C'est-à-dire que tu fais les choses pour rendre un service. Eh bien, là, tu vas pas être considéré. Tu fais les choses pour toi, tu vas pas être considéré. Tu fais des choses pour rendre un service à ceux qui ont le pouvoir. Ah ben là, bizarrement, t'es considéré. Comment t'expliques ça? Ouais. Ah, je vais pas chercher à expliquer, on le sait. Comme on dit, le plus vieux métier du monde, c'est la prostitution. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, en ce qui concerne les élites, elles sont convaincues que le monde doit se prostituer à leur service. Et c'est ça qui se passe. Parce que la considération, tu l'as pas autrement, et c'est pourtant pas de la considération en réalité. C'est juste un marchandage. T'es juste en train de te vendre. Donc c'est normal que ça les intéresse puisque tu ne fais que renforcer leurs calories.
Tu ne fais que augmenter leur potentiel de capitalisation. Ouais. C'est ça, c'est tout ce qui les intéresse. C'est vrai. Voilà, l'objectif, c'est qu'on retrouve l'immanence, c'est qu'on travaille pour nous collectivement et individuellement. Et ça, eh ben c'est difficile, c'est du travail. Et Alors Fabien, c'est effectivement, mais moi, encore une fois, nous tous, ce que nous voyons, c'est que dans ce pays, il n'y a pas que des branques, il y a aussi des gens qui, modestement, sans qu'on le sache, tous les matins, essayent de faire de leur mieux, et c'est ce qui permet de garder une certaine qualité. C'est le boulanger qui essaiera de faire son mieux, son pain, et qui apportera ce petit plus, cette humanité. C'est le prof qui drivera mieux ses élèves et qui sera là engagé. C'est l'agent technique qui nettoiera bien sans qu'on ait à lui demander parce que il aime bien. C'est le mécanicien, c'est ceci, c'est cela, et il en reste encore des gens comme ça. C'est pour ça que ce pays tient. Mais effectivement, lorsqu'on voit que l'argent est détourné des écoles et des universités pour être donné à de l'armement, on se dit il y a un problème qui va pas, puisque là c'est quasiment c'est la société de demain que on parle de la société de demain, on parle de la jeunesse qui demain devra diriger le pays. Et si dès le départ ils sont gâtés, ouais, c'est chaud quoi. Ben voilà, tu mets le doigt dessus. Où est-ce que va l'argent? Dans la guerre, dans des pseudo-nouvelles technologies qui sont censées nous apporter la santé ou sauver la planète. Tout ça, c'est de la connerie, c'est de la couille. C'est juste Ouais, un moyen de capitaliser davantage pour toujours les mêmes. ouais. C'est tout. C'est tout, parce que quand Bruno Le Maire à 2 reprises il te demande 20 milliards et il te dit c'est la faillite alors que c'est lui qui dirige et il te redemande encore des sous et là ils veulent soi-disant, même Bruxelles leur a dit vous pouvez pas prendre 100 milliards en un an aux gens, il va y avoir des émeutes, etc. Moi j'aimerais savoir où va cet argent. J'ai du mal à comprendre pourquoi je dois payer des banques à Londres pour avoir de la monnaie alors que je suis censé être dans un pays souverain. Pourquoi je dois payer un taux d'intérêt pour émettre des billets? Pourquoi est-ce que je dois donner de l'argent à l'Ukraine dans une guerre à fond perdu qui n'arrange personne et encore moins que nous et encore moins les Ukrainiens? Pourquoi on donne de l'argent à des gens, voilà, et après on nous dit démocratie? Non, on pèse pas sur ça. Cet argent il devrait être pour les routes, il devrait être pour les prolos, pour les retraités, pour les écoles, pour tout ce qui fait la vie. Et nous on est en train de donner de l'argent à la mort, c'est-à-dire aux banques, des vampires, et à l'armement. Et l'armement, jusqu'à preuve du contraire, fait pas de l'éducation. On a beau aimer l'armement, je préfère quand même que l'argent aille aux écoles. Bah tu vois, quand on déroule le fil à partir d'un cas concret comme ça, on voit tout de suite Babylone, parce que l'éducation est reliée à tous les métiers, est reliée à absolument tous les corps de métier, est reliée à la vie active, est reliée à la vie de la famille également, les relations dans la famille. Quel avenir pour les parents si les enfants n'ont pas d'avenir? Ouais. De toute façon, c'est un tout, hein. C'est un tout, malheureusement. Parce que des parents bien, il y en a, des parents branques, il y en a pas. Il y a la société qui pervertit. On est dans une société qui pervertit les plus endurcis. Quand je dis perverti, c'est pas forcément sexuel, les gars. C'est perversion, c'est-à-dire abaissement de barrières morales, abaissement de tout ce qui fait l'homme et qui le tire vers le haut. T'es constamment attaqué sur la tentation, le désir, la colère, etc. J'ose pas imaginer des adolescents. Et donc voilà, ils sortent de chez eux, pour peu qu'ils soient bien éduqués, ou ils sortent de l'école, et ils sont attaqués par Babylone qui essaye de les transformer. Et quand ils résistent bien, ils losent parce que Babylone leur fait croire que c'est des losers, parce qu'il n'a pas le dernier objet de consommation. Voilà. Quand on les met sur du numérique, ils le connaissent déjà, ils sont constamment sur leur téléphone. Peut-être que, bon, apparemment c'est fait, peut-être que c'est mieux de développer, parce que c'est bien aussi de les initier au numérique, mais à quoi? Voilà. Alors tout à l'heure, il parlait de harcèlement aussi. Ça, c'est un fléau aussi des temps modernes qui apparaît avec les réseaux sociaux. Bon, t'as beau essayer avec les équipes pédagogiques, les équipes de vie scolaire de lutter contre ça dans les lycées, ça reste toujours compliqué, il y a toujours des gosses qui subissent, et ça c'est la société. Par exemple, le harcèlement à l'école, avant, il y a toujours eu un peu de harcèlement, mais c'était vite réglé. On convoquait les parents, le CPE qui connaissait sa population ou les surveillants qui connaissaient bien les élèves, repéraient vite les problèmes, ça se réglait. Ce harcèlement nouveau qui pousse les élèves au suicide, qui les pousse à se faire... les mecs qui sont en 6e, ils tentent des guet-apens à une fille ou des trucs comme ça. Ça vient, voilà, ça vient de la société et c'est rentré dans l'école. Et c'est ça qui est inquiétant parce qu'on a beau mettre des filtres, il y a quand même de la merde qui peut rentrer dans les écoles. Et contre ça, tu ne peux pas faire grand-chose. De là où on est, quoi. Alors, je vous lis en même temps. C'est 10% du budget de l'État, l'éducation nationale, à peu près. Mais c'est pas le premier poste. Je crois que il faut regarder les chiffres. J'ai raison dans le chat. Il faut regarder les chiffres, mais il faut tous les regarder. On peut pas s'arrêter sur un indicateur. On va dire oui, ça a augmenté, mais à hauteur de quoi?
à hauteur de quel pourcentage du budget de l'État? Et ça a augmenté proportionnellement en prenant dans quoi? En enlevant où? Parce que le budget de l'État ne présente pas le budget de la sécurité sociale. On va nous dire oui, solidarité, insertion, égalité des chances, 3,9%. Égalité des chances, c'est l'école aussi. Hein, ça fait pas 10%. Enseignement scolaire, c'est 10%. Donc, tu viens de dire un truc intéressant, c'est qu'un indicateur seul ne veut rien dire si tu ne le lis pas à d'autres indicateurs. Et dire qu'il y a le budget augmenté par rapport au PIB, par rapport à l'inflation, peut-être que c'est le prix des matériaux. Par exemple, tu vois, le prix de l'électricité a pas mal augmenté. C'est peut-être ça qui est payé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une augmentation. Dans les lycées et les collèges, l'électricité, elle a augmenté pareil que pour nous, sauf que eux, ils ont des voilà. Et peut-être que cet argent, il va là-dedans. Il apporterait plus. Les tablettes, on fait encore acheter à l'école du matériel qui vient du privé pourquoi en fait? Pour augmenter artificiellement la dépense scolaire. Mais est-ce que c'est ça qui rend l'école meilleure? Non, c'est les enseignants, c'est le nombre d'élèves par classe, c'est la pédagogie, ce sont les programmes, ce sont les éducateurs, ce sont les psychologues. C'est toute l'équipe d'adultes dans le lycée ou le collège qui travaille à ce que les enfants arrivent le matin, puissent enseigner dans des locaux propres, puissent manger sainement et repartir en sécurité chez eux. Donc il y a tout. Les agents techniques, l'infirmière, l'assistante sociale, les profs, les surveillants, tout le monde participe à sa manière. Ouais. Un tableau d'écrit, un tableau Velleda, un Velleda, tu peux faire plein de trucs. Tu peux avoir nous on avait des rétroprojecteurs pour diffuser dans les classes. Il nous arrivait d'avoir des vidéoprojecteurs pour voir des films. Je veux dire, on peut parfaitement faire sans utiliser du matos à tout va hyper technologique pour chaque élève, qui coûte la peau des fesses, qui va du privé et qui sert absolument pas à augmenter le niveau de l'éducation des enfants, quoi, ou de leur instruction. Oui, donc se méfier des budgets globaux comme ça qui veulent pas forcément dire quelque chose. C'est ça. Voilà, déjà t'enlèves l'inflation et tu t'aperçois que l'augmentation n'en est pas vraiment une. Et puis encore une fois, c'est cette augmentation des budgets, elle a été nécessaire parce qu'il y avait d'énormes factures d'électricité. Quand tu es dans un lycée professionnel où tu fais tourner, je sais pas, des voitures, des trucs électriques à longueur de journée, tu dois avoir une sacrée note à la fin. Et grâce à nos leaders, et grâce à l'Ukraine, on a payé plein pot et on paye encore plein pot une électricité qu'on est censé avoir quasi gratuitement. Et donc encore une fois, voilà. Là, on parle d'une augmentation de 15 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en comparaison de ce qu'on dépense d'habitude, on a mis 15 milliards de plus. Ok. Combien on a mis pour l'Ukraine en un an? Beaucoup. Voilà, on va dire beaucoup parce qu'on sait pas vraiment le chiffre. On a que certains chiffres en fait. Ils ont tout fait pour brouiller les pistes, mais je pense qu'on a dû mettre, on a dû mettre l'équivalent. On est d'accord, des dizaines de milliards. Ouais, bien sûr. Donc, et ça, c'est quoi? C'est de la dette? On s'endette pour ça? Pourquoi faire? C'est quoi notre intérêt là-dedans? Voilà. Là, on parle de l'avenir du pays, quoi, bordel. T'as tout dit. Pourquoi est-ce qu'on s'est enfermé dans une alliance où nous sommes des vassaux qui devons sacrifier nos intérêts au profit du suzerain américain dans des guerres à la con qui finalement se retournent contre les Européens qui payent tout plein pot, hein. C'est l'Europe qui s'est sacrifiée elle-même. Enfin, les dirigeants européens sont rentrés dans un truc, putain, cette guerre, on aurait dû l'arrêter fin 2022. On aurait dû trouver un modus vivendi. Non, on laisse faire encore aujourd'hui des faucons qui entraînent l'Europe à sa perte. Les Européens commencent à dire, oh, attendez un petit peu, voilà. Les Allemands sacrifient, voilà. Combien est-ce que Macron a donné à l'Ukraine? Mais moi, je suis sûr que c'est pas loin des 20 milliards qui ont déjà été dits, parce que il y a pas seulement ce que je te donne en matos, en aide, en pognon, les lignes de crédit, tout ça. Il y a aussi ce que je dois payer moi pour, quand Macron prend des avions à l'armée française, il est obligé en urgence de payer très très cher pour qu'il y ait d'autres avions qui arrivent, sinon il y a un trou capacitaire. Voilà. Et ces mêmes gens qui ont défoncé l'armée quelque part, comme en Angleterre, elle est à l'os, ça fait très longtemps déjà qu'ils s'en prennent
à l'éducation nationale qui, si elle n'avait pas tous ces syndicats et autres, je pense que ça fait longtemps qu'ils l'auraient écarté. Pourquoi faire? Pour privatiser l'éducation nationale, c'est-à-dire des boîtes à la con, un peu comme ces formations internet, des boîtes à la con qui arrivent avec des mecs formés en 3 jours qui vont se prétendre professeurs et qui vont enseigner aux élèves des trucs sur des écrans et on va transformer les gens en zombies, on va les spécialiser. Alors que le propre de l'éducation nationale, en tout cas en Europe, c'est quand même d'avoir des profs de qualité, c'est un enseignement général pour former un citoyen. Et tout ceci, voilà, est fait sciemment pour l'éducation nationale. Ils essayent, mais ça bloque. Bon, ben, ils sont passés autrement. Tout ce qui touche ces gens-là, le déprécie, le dévalorise, le détruisent. Il serait temps de s'inquiéter, mais bon. Je veux juste faire un petit rappel. Je rappelle que avec notre politique internationale à la con, on a augmenté le coût du gaz, on a augmenté le coût du pétrole, on a augmenté le coût des terres rares informatiques, donc des smartphones, des ordinateurs et de tout ce qui fonctionne avec tout ça. Donc ça veut dire qu'on a augmenté le coût du déplacement des véhicules, que ce soit sur les mers, sur les terres, dans les airs. On a augmenté le coût donc de tout ce qui est l'approvisionnement. Donc on a augmenté absolument tous les autres coûts parce que l'approvisionnement fait tout aujourd'hui. Ouais. Si on t'amène pas dans ton supermarché tout ce dont tu as besoin, si on t'amène pas l'énergie dont tu as besoin dans ta maison, tu fais comment? Donc oui. En fait, tout a augmenté. Et pourquoi tout a augmenté? Ben, tout simplement à cause de notre politique internationale débile qui marche sur la tête. Merci. On ne saurait mieux résumer ce que tu as dit, voilà. Et rien que ça suffit pour ceux qui parlent de complotisme ou qui disent que ouais, de toute façon ça nous concerne pas. Bien sûr que si, on n'a jamais été autant concerné que par les décisions. On n'a jamais autant été concerné par des décisions politiques, puisqu'on se les prend en pleine gueule. Encore une fois, il y a l'exemple de l'électricité, du gaz et tout un tas de choses. Voilà. Et on est coincé parce que tu vois bien que politiquement, pour dégager ces gens, c'est compliqué. Ah, Fifi, il est énervé sur le chat. Hein. El Loco, on n'est plus là, parle-nous de ce que tu connais pas. Non, mais Fifi, je m'adapte aussi aux invités. Et excuse-moi, j'ai pas l'impression de dire d'énormes bêtises, Fifi, non. On n'est peut-être pas d'accord avec toi, mais je pense pas qu'on dise des bêtises, là. Quelque part. Tu veux pas qu'on parle d'électricité, tu veux pas qu'on parle d'éducation nationale. Fifi, tu veux qu'on parle de quoi? Dis-moi tout. Non mais voilà Fabien, et moi j'aimerais avoir ton avis Fabien sur ça qui est quand même très important. C'est même important pour nous, à savoir que aujourd'hui, si aujourd'hui je dis que Brigitte Macron est un homme, je peux être condamné en diffamation. Oui, c'est pas étonnant. Ben moi j'aimerais bien voir les minutes du procès. Sur quoi la décision de justice, sur quoi la condamnation. J'aimerais bien lire les attendus du procès, parce que sur quoi exactement? Parce que la presse, j'ai l'impression que la presse nous cache quelque chose. Est-ce qu'ils ont été condamnés sur des détails ou est-ce qu'ils ont été condamnés parce que ce qu'ils disent est faux? Auquel cas, j'aimerais savoir comment est-ce que, parce que pour une diffamation, pour lutter contre quelqu'un qui te diffame au tribunal, il suffit juste d'apporter la preuve contraire. Donc, je vais t'expliquer quelque chose qu'il faut savoir. Je sais pas si c'est ce qui a été utilisé dans le procès, mais essayons de comprendre les éléments de langage utilisés. À partir du moment où on dit que Brigitte Macron, c'est Madame Brigitte Macron, on considère que à l'exception même en prenant le commun plutôt que le particulier, on veut reconnaître aujourd'hui que les trans, d'une manière générale, que les trans sont réellement, explicitement, juridiquement, du sexe qu'ils ont choisi. Et c'est ça qui s'affirme dans la loi aujourd'hui. Ah ouais. Dire c'est monsieur, bah, si c'est madame, de ce point de vue-là, même sans évoquer que c'est de ce point de vue-là, ça sera considéré comme de la diffamation. C'est génial ce que tu viens de dire. T'es avocat, toi. C'est génial ce que tu viens de dire parce qu'effectivement, bon, on n'a pas encore les attendus, mais ils auraient pu jouer sur ça, c'est-à-dire une loi préalable te dit que monsieur qui devient madame, c'est madame, et partant de là, eux, encore une fois, ils nous font une 7 octobre. Ils vont pas au-delà, en deçà, ils s'arrêtent sur cette loi, ils disent voilà, c'est madame. Vous dites que c'est pas madame, pim pam poum. Peut-être qu'ils ont joué sur ça, effectivement. J'attends de voir les attendus du procès. Hein. Je crois que c'est public. À un moment donné, on pourra les récupérer pour voir sur quoi ils ont basé leur décision. Alors, quelle est la motivation? Voilà, c'est la motivation des juges. Parce que c'est un procès hautement politique. Et moi, j'aurais pensé, parce que c'est quand même,
Alors aujourd'hui, on n'a pas le droit de le dire, mais il y a quand même beaucoup d'ambiguïté dans cette affaire. Bah oui, il y a de l'ambiguïté, mais justement, ils ont pas trouvé apparemment d'arguments qui permettaient de défaire la plausibilité du changement de sexe. Ouais. Tu peux dire que Brigitte Macron a probablement été non, je pense que je prends pas de risque là. Tu peux dire que Brigitte Macron a très probablement, jusqu'à preuve du contraire, sans doute, été dans une démarche de changement de sexe à un moment donné dans sa vie. C'est une hypothèse de travail que tu peux avoir. C'est pas de la diffamation. Mais ouais. affirmer, tu peux pas affirmer non plus parce que il va falloir que tu amènes les preuves après, tu vois. Si tu affirmes que Brigitte Macron est un trans, là, il faut encore que tu puisses le prouver. Je te souhaite bonne chance. Mais dire que c'est un homme, là, par contre, tu vois, on peut t'attaquer. Mais c'est pas celui qui porte plainte pour diffamation qui doit amener la preuve que l'autre ment. Il n'y a pas une inversion de la charge de la preuve, là? Si tu dis que c'est un trans, oui, il y a une inversion. Oui, mais c'est ce qui s'est passé avec cette histoire. Quand il y a eu à un moment donné le propos comme quoi c'était un trans, il y a eu une inversion accusatoire qui a eu lieu au procès. D'accord. Donc ils ont inversé la charge de la preuve et c'est devenu le diffameur qui devait prouver ses dires et non pas celui qui se sentait diffamé qui devait prouver que l'autre ment. Donc c'est assez vicieux. C'est une manigance de toute façon. On sait très bien que les tribunaux protègent les élites. Le pouvoir juridique n'est pas séparé. La séparation des pouvoirs n'existe pas. Il n'y a pas d'assurance garantie que par le juridique tu vas pouvoir t'émanciper des problèmes que tu rencontres avec le législateur ou avec l'exécutif. Ah oui, de toute façon, on l'a vu avec le Conseil d'État, le Conseil et le Conseil constitutionnel. On a bien vu que de toute façon, c'est pas avec la justice qui est un féodal exécutif comme les législatifs. Et il n'y a pas de séparation des pouvoirs. C'est du pipeau. Il suffit de voir la gueule du garde des Sceaux qu'on a eu sous Macron, quoi. Hein? Qui c'est ce gars-là? Attends, comment il s'appelait Attends, le ministre le garde des Sceaux, c'est le ministre de la Justice, c'est ça. Ah putain, ah oui, c'est Bouboul. Ouais, Bouboul, ouais, le facochère. Voilà. Ouais, je vais l'appeler comme ça. Ouais, je l'emmerde. De toute façon, s'il est pas content, c'est la même chose. Ces gens-là, s'ils sont pas contents, ils ont qu'à porter plainte. C'est comme l'histoire de Brigitte Macron. Moi, je vais pas mettre de gants. Ces gens, ils ont joué de manière bizarroïde. On sentait qu'ils étaient gênés, qu'il y avait un truc, qu'il y avait un lièvre, parce que dès le début, ils ont pas attaqué en diffamation. Ensuite, ils ont tortillé du cul. Ensuite, ils ont inventé des trucs qui tenaient pas la route. Enfin, ils ont fait des trucs finalement. Tu sais, tu lances une accusation, puis t'en as un qui bouge dans la foule, qui est mal à l'aise, enfin, qui te montre que c'est lui, quoi. Et c'est ce qu'il y a eu. Et par la suite, ils se sont bien repris, puisqu'apparemment là, ils ont trouvé un artifice juridique. Donc, c'est devait être Dupond-Moretti, chercher le nom de Bouboul. Bah, il est petit, il est gros, je le diffame pas, c'est une réalité quand même le mec. Hein, puis bon, c'est le premier ministre de la Justice qui se fait juger en exercice. Ah, rappelez-vous, avec Macron tout en même temps. Ministre de la Justice et tu te fais juger. Ministre du pognon et tu piques du pognon. C'est le fameux en même temps macronien qui va nous emmener là où on doit aller, quoi. Ouais, c'est le en même temps du conflit d'intérêts, quoi. Ben, s'ils ont fait ce dont nous parlons là, on vérifiera. Mais si aujourd'hui, par exemple, voilà, je te fais une loi à partir d'aujourd'hui, le ciel il est orange. Et donc à partir d'aujourd'hui, tu dois pas dire que le ciel c'est pas vrai, il est pas orange. À partir d'aujourd'hui, le ciel il est orange, même si tu le vois bleu, il est orange. C'est comme ça. Et donc partant de là, voilà, s'ils ont mis un écran encore une fois, parce que c'est ça, c'est une sorte de théorie de la loi écran qu'on étudie en droit constitutionnel, mais bizarroïdement, ils ont mis une loi écran avec le réel. De toute façon, ils écranent tout. Voilà. Donc aujourd'hui, un transsexuel, c'est une madame. Et c'est tout. Bon, je peux expliquer pour certaines raisons, etc. Sauf que Amanda Roy et Natacha Ray, je crois, elles, ce qu'elles expliquent, c'est tout le parcours avant d'un type qui était à Alger, à la fac d'Alger, tout ça, qui petit à petit a fait son processus de trans et est devenu Brigitte Macron. Et moi, je suis certain que c'est vrai. Et la question, elle est même pas que parce que nous, on s'en fout que Brigitte Macron soit un trans. J'en ai rien à péter. Moi, ce qui me dérange, c'est que tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils veulent représenter, avec du faux.
Voilà, si t'es un transsexuel et que l'autre c'est un petit garçon, dites-le nous, c'est tout. Voilà, on est habitué de toute façon à se taper la honte aux yeux du monde, mais pourquoi est-ce que tu nous caches ton passé? Puisque les trans doivent vivre leur vie, qu'on est dans un monde nouveau, qu'en 2024 faut rester ouvert, pourquoi Brigitte Macron, tu nous racontes pas, tu nous dis pas clairement que t'as été un homme, que t'es devenu un trans, et là on t'aurait peut-être plus respecté, parce que finalement ton orientation sexuelle on s'en fout. Mais aujourd'hui ça devient ridicule. Ça, c'est eux qui ont fait que ça devienne un secret d'État. Mmh. Tu vois, encore une fois, l'orientation sexuelle, c'est pas intéressant. C'est comme si on m'avait dit Brigitte Macron, je sais pas, un truc qui fait que pourquoi tu nous le dis pas? Pourquoi tout ce que vous faites, c'est du pipeau? Comment vous voulez qu'on ait confiance en vous? Voilà. Et après, il vient nous parler de vaccins, de virus. Oui, c'est pour votre santé, machin. Mais je te crois pas. Tout ce que tu racontes, c'est de la pipe. Vous passez votre temps à mentir constamment. Les mecs, c'est Pinocchio. Voilà pourquoi j'ai intitulé ce chronique de Babylone Canta con Pipo. Les gars, systématiquement, dès qu'ils parlent, ils mentent. C'est ça qui est gênant. Et comme ils nous imposent un mensonge qu'on doit pratiquer, ça s'appelle aussi chronique de 1984, quoi, tu vois. Bah, on est en plein 1984, en vrai. Ouais, Lisez-le, ce livre. Les gars, lisez ce livre. Faites un effort, même si vous n'aimez pas lire. Ne regardez pas le film. Lisez regardez 1984. Si, le film, il est bien quand même. Non, mais avec le livre, tu vois, regarde, le film est très bien, mais le livre, c'est le tempo du livre est réglé avec le tempo de l'esprit humain, et ils vont mieux s'imprégner de l'histoire, ils seront plus concentrés, ils verront tout un tas de choses que le livre leur donne et que le film, malheureusement, passe rapidement. Mais le film est très bien aussi. Parce que le film montre, mais il n'explique pas, effectivement. C'est comme 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est pareil. Ouais, lisez le livre avant. Voilà, lisez des livres, les gens. Lisez des livres, c'est les clés c'est de la liberté. Tu lis un livre, t'es libre. Tu te libères. Je vous jure que c'est vrai. J'abuse pas, c'est pas de la pub. Lisez des livres, vous serez libre. Soyez intelligent. Réactivez votre intelligence que vous avez déjà. Vous serez libre. Voilà. Et encore une fois, voilà, on est en plein. Brésil aussi. Bon film aussi. Ah, Brésil, ouais. Voilà. Avec la création même de terrorisme contrôlé par l'État pour maintenir les gens à feu doux. Voilà, il y a toute une filmographie, il y a toute une bibliographie, les amis qui expliquent, qui anticipent, qui annoncent que nous vivons. Comment s'appelle déjà ce film Equilibrium. Alors je l'ai pas vu celui-là malheureusement. Ah, Equilibrium, très très bon. Ça raconte quoi? Alors, ça raconte l'histoire d'un monde futuriste dans lequel tout le monde doit prendre une pilule pour faire disparaître ses émotions, parce que les émotions, c'est le chaos, c'est la destruction de la société organisée, tous les désordres naîtraient, soi-disant, de l'émotion. Alors, c'est un monde sans émotion et tout le monde doit prendre sa pilule. Et on traque ceux qui ne prennent pas leur pilule et sont dans l'émotion pour les exécuter. Alors, il y a un chasseur qui est entraîné à les trouver et à les exécuter. Enfin, les exécuter ou les arrêter, je sais plus ce qu'ils en font. Peut-être qu'ils les réintègrent. Ils ont un système pour les replacer, les rééduquer. J'en sais rien, je sais plus. Enfin, lui, il les chasse. Et en fait, il arrête de prendre son traitement pour pouvoir ressentir les émotions et donc pouvoir mieux les pister. Ouais. Et il se rend compte en fait de l'horreur de ce monde. C'est-à-dire que les gens qui ont des émotions sont des gens qui vivent des choses absolument magnifiques. Et lui se rappelle de ce qui s'est passé avec sa femme qui a été enlevée parce que justement elle prenait pas sa pilule. Il vit avec son fils et son fils lui rappelle de prendre sa pilule. Et ils ont une relation extrêmement froide. C'est-à-dire qu'ils n'expriment rien. Ils ont pris, tu sais, l'acteur de Batman là, celui de la trilogie. Attends, c'est celui qui a fait American Psycho ou pas? Christian Bale ou pas? Ouais, il est bon, c'est un bon acteur, lui. Hein. Et lui, il est capable d'avoir un visage sans émotion qui est absolument incroyable, quoi. Dans American Psycho, il est terrible. Il joue bien le psychopathe. Hein. Moi, j'avais adoré ce film. Hein. Là, non, vraiment, il joue une espèce de neutralité psychique apparente qui est formidable. Et ça renvoie aussi vers ce thème au sujet des émotions qui est évoqué dans V pour Vendetta. Je ne sais pas si tu te souviens. Ouais, parfaitement, ouais.
Il avait le masque de Guy Fawkes, je crois, dans ce film-là. C'était la première fois que je le voyais. Mais tous les éléments culturels du passé, les chansons, les films, etc. Equilibrium, je l'ai pas vu et je pense que j'essaierai de le voir, mais là, au vu de ce que tu me racontes, c'est la déshumanisation des hommes si tu leur enlèves leurs émotions. Ouais, totalement. Puis après, il y a tout un volet, arts martiaux, tout en étant au tir au pistolet. Donc c'est ce qu'ils appellent le kata du tir. Et donc après, scéniquement parlant, donc au niveau de la mise en scène, c'est vraiment magnifique. Ça fait un peu penser à Matrix, les grandes scènes de combat de Matrix. Ouais, c'est dans l'immeuble là, tu sais, où ils sont avec les guns et tout, ça tire de partout. Donc Equilibrium, il y a aussi un côté très comment dire, gun power, quoi, tu vois. Ouais. Mais c'est ça qui est encore une fois fou, c'est que on nous a annoncé ce que nous vivons, les livres, les films, les gens, tout le monde a annoncé, nous le vivons, et malheureusement il y a encore des gens qui n'en ont pas conscience. J'écoutais une vidéo tout à l'heure où le type, en gros, il disait que les complotistes c'était des gens qui avaient raté leur vie. C'est pour ça ils en voulaient à la société parce qu'ils avaient raté leur vie. Voilà comment ils nous dépeignaient rapidement une sorte de con qui fait des vidéos réactions sur des vidéos réactions en plus. Hein. Tu vois, c'est Inception. Hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, les amis, moi j'ai découvert le monde de la vidéo réaction sur Twitch. Je pensais que tu prenais une vidéo. Et puis tu commentais, et puis voilà, et puis tu balançais des bonnes vannes, puis tu commentais, tu balançais, t'alternais entre l'intelligence et la connerie, etc. Et en fait, je m'aperçois que maintenant, non, t'as des gens, par exemple, il y a un type, il va prendre ma vidéo, où je commente une vidéo, et il va la commenter, très peu d'ailleurs. Et ensuite, il y aura un troisième type, je l'ai vu, Inception, plusieurs plans, qui va prendre la vidéo d'un type qui prend ma vidéo où je commente. Voilà, ce qu'on voit dans les vidéos réactions, c'est les deux miroirs qui se font face à face à l'infini. Il y a une mise en abîme quelque part qui est rigolote. Ouais, tout ça pour capter un flux, c'est ouf, hein, l'espace disque qu'on gaspille comme ça pour Ah du ouais. vent. Non, mais surtout que si tu commentes un type qui commente un type qui commente un type qui dit quelque chose, je sais pas ce que tu vas dire, parce que tous les mecs qui ont commenté avant, ils ont peut-être tout dit. Techniquement, faudrait que je m'essaye à ça. Ben, c'est pour ça que le dernier, il en dit moins. Parce qu'à chaque couche, à chaque niveau supérieur, le gars, en fait, il dit quasi, le dernier, il dit rien, il regarde. Parce que, en fait, les 5 commentaires mis en abîme, là, ils ont déjà tout dit, quoi. Non, c'est assez rigolo. Enfin, bref. Si vous aimez les vidéos réactions musclées, venez sur Twitch le mardi et le jeudi à 21h. Moi, je vais vous en faire de la vidéo musclée, notamment sur Raphaël Enthoven. On a bien rigolé, là. Raphaël Enthoven, tu sais, on a étudié une vidéo de Raphaël Enthoven où le type, enfin plusieurs, où c'était une vidéo de Monsieur Phi, la chaîne Monsieur Phi, qui est une excellente chaîne de philo, où le gars, il démontre Raphaël Enthoven, qui, en voulant vendre un livre, s'est autoproclamé expert en chat GPT. Et puis on voyait les conneries qu'il racontait, surtout qu'au départ c'était chat, machin. Et puis en fait il est parti sur un argument de départ, enfin un argument, sur une affirmation, et le type il s'en ferait. Donc on a fait une vidéo réaction de Raphaël Enthoven, et c'est rigolo, lui, Alexandre, BHL, tous ces gens en fait ils sont autoproclamés. Ils se sont fait proclamer spécialistes, ils s'autoproclament spécialistes, mais quand t'étudies, tu dis c'est ça l'élite en France, c'est ça les mecs qui passent à la télé, les spécialistes. Les mecs racontent conneries sur conneries, t'as pas besoin d'être philosophe pour le démonter. Hein. Le gars il mélange tout, il est pas dans la nuance, il est pas précis dans les termes et tout. Bon, enfin Monsieur Phil démonte beaucoup mieux que moi, mais on a bien rigolé hier. Alors, je vous lis en attendant de Cactus, si t'as envie de monter, dis-moi. Fabien, est-ce que t'aimes les vidéos réactions, toi? Les vidéos réactions, je vois pas l'intérêt sur des analyses. Après, peut-être éventuellement sur des œuvres d'art. Sur les œuvres d'art, oui, tu peux. Un discours politique, sur un discours politique que tu peux accompagner, expliquer, revenir sur des notions. C'est pas forcément toujours pour démonter le type. C'est-à-dire, si tu prends une vidéo, un certain travail d'un type, et que toi, tu veux le commenter et t'en servir comme prétexte pour aborder certains thèmes, ça peut être bien. Mais quand tu commences à prendre le travail d'un mec après le travail d'un autre mec, oui, déjà là, on est dans la fumisterie. Bah ouais. C'est non, sans l'interdire, faut. Enfin, c'est. Je pense que c'est un habitus qui est né de la période télévisuelle, en fait, ça. Tellement l'habitude d'être spectateur et de faire son petit commentaire dans le privé. Et on se met dans le privé, on se met sur Internet, on fait son petit salon, et puis on commente son commentaire du commentaire.
Mais bon, est-ce que ça a du sens vraiment? Est-ce qu'il faudrait pas se mettre en action pour voir le sujet d'origine et le traiter? Je veux dire, tu fais rapport de force sur quoi quand tu commentes le commentaire du commentaire du commentaire? Alors que quand tu commentes l'actualité telle qu'elle se présente par rapport à là où ça se passe, c'est-à-dire au niveau juridique, au niveau législatif, au niveau exécutif, au niveau diplomatique, au niveau militaire, etc. Ben là, t'es dans le concret, t'es là où ça se passe, t'es là où se concentre la calorie. Si t'apportes un commentaire directement là-dessus, t'as beaucoup à dire. Sinon, tu fais que ressasser en fait les commentaires des autres et tu développes pas ton libre arbitre. Ben c'est très bien ce que tu dis. Les gens qui font de la vidéo réaction, les mauvais, c'est ça. Ils ont rien à dire, ils ont peu à dire. Ils font qu'écouter souvent, ils parlent peu. Après, oui, c'est le problème de l'original, de la copie, de la copie de la copie, ainsi de suite. Ça se détériore au fur et à mesure. Il y a une certaine corruption, donc la millième copie de copie de copie de copie, au final, elle sera de très mauvaise qualité par rapport à l'original. Le truc, c'est que quand tu fais de la vidéo réaction, alors moi, j'analyse un peu comment font les bons. Il y en a des très bons. Il faut déjà apporter une valeur ajoutée. Il faut pas vivre de la vidéo du gars que t'as pris, parce que voilà, faut pas se contenter de la passer et ne rien dire comme je vois sur Twitch, parce que j'ai étudié pendant des nuits un peu ces gens. En second lieu, il faut qu'en fait toi, tu as un truc à dire, mais pour le dire, il faut que l'autre te tende des perches. Donc, tu commentes une vidéo, tu peux même commenter un commentateur. Moi, je commente une vidéo directement, je vais pas commenter un commentateur. Donc, moi, ça te permet de revenir sur des conneries faites, de faire des digressions sur la philo, en l'occurrence, de rappeler ce qu'est un raisonnement. Donc, il y a beaucoup de choses intelligentes à dire, et pas forcément pour détruire. Bon, là, j'étais obligé, c'est Raphaël Enthoven, le mec, il est vide, il est creux, c'est BHL Empire, donc tu peux pas le défendre, mais tu dois finalement apporter un plus par rapport à la vidéo que tu montres. Et c'est vrai que beaucoup de gens sur YouTube qui sont jeunes, hein, qui font de la vidéo réaction, en fait, ils se contentent juste de mettre une vidéo, de mettre leur miniature à côté, et ils sont là, ils rigolent, ils disent 3 blagues, mais ils apportent rien. Voilà. Donc, mais c'est comme tout, hein, c'est comme les vidéos de géopolitique ou autres. Hein. Il y en a qui les font bien, et puis d'autres qui les font moins bien, quoi. La vidéoscopie de la vidéoscopie. Ouais, après on tombe dans ça, tu as raison, et étude Michaelek. Oui, un truc qui peut être pas mal aussi, c'est de s'intéresser à la presse étrangère. C'est vrai qu'on a le Courrier International ou le Monde Diplomatique qui font ce genre de travail, mais ce sont des médias mainstream. Si vous avez la possibilité, si vous connaissez une autre langue ou si vous utilisez votre traducteur Google et que vous allez chercher dans les journaux des pays étrangers, vous aurez un tout autre son de cloche et peut-être plus d'opportunités de comprendre les arcanes de la géopolitique, en fait, quoi, je pense. C'est ça, c'est ce que disait Jess mercredi. N'hésitez pas, vous avez la possibilité. Alors, si vous comprenez pas une langue à la perfection, vous pouvez quand même utiliser des outils qu'on vous propose. C'est ce que je fais lorsque moi je travaille l'écrit. Bah, souvent les trucs que je dis sont en anglais, mais allez voir ce qui se dit à droite à gauche dans la presse étrangère. Vous avez des traducteurs. Vous pouvez faire l'effort aussi d'écouter des vidéos. Enfin, il y a des outils qui vous permettent, parce que vous verrez que qu'il y a un autre son de cloche. Vous avez, la presse existe encore un petit peu, et que vous serez atterré par ce qu'on vous donne à manger si vous vous contentez juste de regarder la télé. Voilà. Et donc il y a aussi des choses sur lesquelles rebondir. Alors attendez, moi je vous ai mis, moi je vais mettre Twitter. Alors c'est mon Twitter. J'ai jamais enfin si, je comprends maintenant un petit peu comment ça marche. On peut voir un petit peu. Hein, alors sur Twitter c'est marrant. Il y a un truc qui est rigolo. On l'a vu plusieurs fois, c'est qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas faire une phrase sans te mettre l'IA. Il n'y a pas une publicité où on te dit, ah, venez apprendre l'IA. On te fait croire que l'IA, c'est la caverne d'Ali Baba. Et quand tu demandes à tous ces gens, ouais, mais finalement, tu me parles, la formation, l'IA, vous pouvez être riche, mais explique-moi. Il n'y a rien à expliquer, il veut juste te vendre une formation. C'est-à-dire que finalement, l'IA, qui est un outil actuellement, qui n'est pas une IA, on est d'accord là-dessus. Il y a des gens qui essayent de vous la fourguer de force en faisant croire que vous allez devenir riche. Non, si t'as un gland, tu seras un gland avec ou sans IA. Je veux dire, si t'as pas d'idée pour monter un truc, t'as pas d'idée. Voilà. Le gars, il te fait croire, ouvre ta chaîne et c'est l'IA qui va tout faire. Ouais, mais si tout le monde fait comme ça marche pas. Je veux dire, il y a encore une fois, c'est comme quand j'étais petit, on te mettait électronique partout, ça faisait rêver, ou alors 2000. Machin 2000, truc 2000, parce que c'était l'an 2000, c'est le futur, donc forcément, ils essayent de se revêtir ils essayent de briller par rayonnement. Et ça me gonfle un peu. Alors, sur X, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà,
Quand l'intelligence artificielle détermine les cibles à abattre. Bon, je sais que c'est l'intelligence artificielle militaire, mais on va essayer de rebondir. Si tu vois un truc qui te plaît, tu peux rebondir dessus. Hein. Et je sais que je suis Sandrine Rousseau parce que c'est rigolo quand même. Les SECPA, si c'est vrai quand ils font du tweet. Pascal Laurent, l'escroquerie du réchauffement climatique. Ouais, mais Ce qui m'intéresse, c'est le bashing, le Trump bashing sur CNN. ah oui, là, ben là, si tu les écoutes, Trump sera pas élu, il est mauvais, il se cache. Bon, alors que la réalité, elle est tout autre. Alors, je sais pas véritablement ce qu'a donné ce débat. On sait pas. Ben, ils font ça, tu vois, pour influencer les indécis. Les indécis, comme ça, ils pensent que c'est plié, et puis ils se disent, bah tiens, on va aller voter Kamala Harris, et puis c'est bien, c'est nouveau, c'est ce... Ils essayent, quoi. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on peut pas faire confiance aux sondages, on peut pas faire confiance en ces médias, puisque c'est des médias de propagande, quoi. Voilà. Non, je voulais revenir sur le climat, là, parce que moi, je trouve que peu importe ce que vous pensez sur le réchauffement climatique, qu'il a lieu, qu'il n'a pas lieu, etc. Mais je trouve ces vidéos complètement cons. Parce on montre, on voit qu'elle n'a pas compris le problème. Putain, le climat, c'est pas la météo. C'est pas parce qu'il a fait froid aujourd'hui qu'il n'y a pas de réchauffement ou qu'il y a de réchauffement. Alors, peut-être qu'il n'y a pas de réchauffement, peut-être que c'est de la pipe. J'en sais rien. Chacun se fait son point de vue. Mais en faisant ce genre de vidéo, tu alimentes les gens qui nous traitent de complotistes. Ouais, il a neigé aujourd'hui à 1500 mètres d'altitude. Ouais. Mais c'est une preuve de rien. Là, c'est juste une preuve de dérèglement où il y a eu une coulée d'air, où il y a eu un truc. Je veux dire, la météo et le climat, c'est comme si tu parles d'un jour, donc un éphéméride d'un côté, et de l'autre côté, tu parles de décades. Donc voilà, c'est des vidéos qui sont finalement qui se retournent contre la personne qui la présente parce que elle pense que le climat, le réchauffement climatique n'existe pas, c'est son droit, elle a raison, mais elle est maladroite. Enfin, je sais pas ce que tu penses de ce que je viens de dire. Bah, elle montre ce que c'est l'empirisme en fait, c'est-à-dire c'est indispensable à la science quand même l'empirisme. On mesure les choses par rapport à ce qu'on constate. Simplement, elle le fait à son échelle, qui est toute petite, hein, qui est miniature à l'échelle de la planète. Quels sont les écarts de température qu'on voit d'une année sur l'autre sur les autres continents? C'est difficile à estimer. On est quand même le deuxième continent plus froid de la planète. Et ça n'a pas évolué, le climat est toujours le même. Cette année a même été particulièrement froide. Oui, ben il paraît c'est la plus chaude année de l'humanité depuis je sais pas où, je sais pas quand. Ben le truc c'est que déjà, regarde, à notre niveau déjà, nous n'avons aucune certitude parce que ils biaisent tout, ils biaisent même les mesures. On le voit avec les cartes rouges incandescentes qui te montrent les températures au sol, qui te montrent pour quelque part te manipuler et t'emmener. Donc voilà, déjà on est sûr de rien. Elle fait ça à son échelle. Mais elle, en fait, on va voir la réforme du thermomètre, tu vois. Ils vont. Non, 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 je déconne. non, mais ce que je veux dire, c'est elle parle d'un jour. Elle pense que l'hirondelle fait le printemps. Ouais, ok, il a fait mauvais là, mais c'est pas un argument. Il faut être fort. Enfin, il faut sortir les bons arguments. Elle a peut-être raison, j'en sais rien, sur le climat, mais elle montre le mauvais exemple qui permettra justement à ces gens de dire ça. C'est-à-dire que sur une journée, pour étudier un climat, il faut plus qu'une journée, il faut plus qu'une année, il faut à toute chose comparable. Je pense qu'il faut l'étudier sur plusieurs décennies et autres. Et là, ouais, t'as une idée. Donc, oui, moi, il m'est arrivé de voir au mois de septembre des temps comme ça, et puis voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a un réchauffement ou pas? Et s'il y a un réchauffement, par qui il est provoqué? C'est ça la question, parce que je crois que la grande suspicion, c'est surtout qu'il y a un réchauffement climatique, mais eux nous font croire que c'est de notre faute pour brider tout un tas d'économies de pays émergents, alors que le réchauffement climatique, il n'est pas inhérent à l'humain, parce qu'il y a cette position-là, hein, c'est qu'il y a un réchauffement, certes, mais il n'est pas inhérent à l'humain. Il n'est pas inhérent à l'humain. Il y a la géo-ingénierie en Europe qui fait que on ne sait pas si ça a une incidence climatique de type cache-misère sur le réchauffement climatique général. Il peut y avoir des phénomènes de dérèglement magnétique polaire qui font que des vagues de froid se déplacent plus au sud, comme on a vu pour les aurores boréales en Italie. Donc, on peut avoir un phénomène de réchauffement global, refroidissement local. Il y a tout un tas de possibilités, en fait. On n'est pas météorologue, hein, faut quand même se le rappeler. On est juste C'est ça. de simples citoyens. On a la faculté d'analyser de la géopolitique parce que c'est accessible. La météo, c'est technique, c'est scientifique. Et donc, c'est pour ça que moi, vous me verrez pas afficher des certitudes sur le réchauffement ou le non-réchauffement. Et j'estime que c'est une question, voilà, chacun pense ce qu'il veut parce que moi, j'ai pas la réponse. Mais je suis prudent parce que j'ai pas envie que... Alors, nous avons Daniel Coersano. On va faire une vidéo sur Daniel... à qui je souhaite la santé. Ça, c'est là, j'ai de tout cœur déjà. Après le reste, je lui souhaite pas, mais je lui souhaite la santé. Non, il y a un truc intéressant, c'est en Allemagne, donc toujours avec un temps de retard.
Nous avons l'Allemagne qui veut, alors c'est faux ça, l'Allemagne veut rétablir le contrôle à ses frontières. Bon, c'est une mesure qui va pas servir à grand chose. Parce qu'une fois que une fois que t'as l'inondation chez toi, c'est pas en fermant les portes que t'as plus l'inondation, j'ai envie de te dire. Mais en même temps, elle signe un accord pour faire venir 250 000 travailleurs du Kenya. On a Laurent Ozan qui lui te dit ouais, c'est une entourloupe machin. Non, 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 non. C'est pas les Kenyans qui mettent des coups de couteau et qui agressent les gens en Allemagne. Voilà, il y a quand même des portraits types. Donc, ils sont juste en train de changer la nature de l'immigration. Sachant qu'en plus, un accord pour faire venir des Kenyans qui, je pense, viendront faire un certain travail. Voilà, ils viendront pas balayer. Ces gens-là, ils seront quand même encadrés. Donc, non, c'est pas une entourloupe. Enfin, le Kenya, il faut voir quelles sont les ressources qui sont prises au Kenya pour l'Europe. Pour l'Union européenne. Non, ce qui est important. Ce que je veux dire, c'est que il y a un accord qui fait que on autorise de sponsoriser l'installation de Kenyans qui vont ensuite évidemment apporter une contribution financière à leur pays d'origine. On connaît la psychologie familiale des Africains et c'est normal, c'est compréhensible. Donc on les sponsorise pour venir s'installer en Europe, tout en même temps, en contrepartie, avoir des objectifs industriels dans ces pays-là, dans l'exploitation. Mais juste une chose. Je rappelle que en Europe, Fabien, c'est important que je te coupe parce que là, on connaît pas la nature de l'accord et puis je te promets qu'un Kenyan, ça n'a rien à voir avec quelqu'un de l'Afrique subsaharienne. Donc là, on a peut-être des cadres kenyans qui vont travailler dans un truc bien précis. Mélanie, elle a fait pareil. Hein. Elle va virer des subsahariens et des maghrébins et elle va prendre quoi, des Ukrainiens? Non, ces gens savent que leur pays a besoin d'immigration, mais ils sont en train de changer la nature de l'immigration après profilage. Et là, on n'a pas, c'est pas des gens d'Afrique subsaharienne peu qualifiés qui montent. J'ai pas dit qu'ils étaient tous peu qualifiés, mais qui montent et qui sont là, qui vont être à la charge. Là, j'ai l'impression que c'est un accord gagnant-gagnant où tu as des gens qui vont aller se former en Allemagne et qui sont peut-être des cadres. Moi, j'attends de voir l'accord. Par contre, moi, ce qui m'a choqué, c'est que l'Allemagne qui a subi plusieurs agressions, plusieurs attentats sur son sol là, avec des mecs qui ont mis des coups de couteau. En une semaine, il y en a eu 3, dont un bus. On a évité un carnage. Lorsqu'elle rétablit des contrôles aux frontières pour quand même calmer les gens, montrer qu'elle fait quelque chose, la Pologne, la France lui disent non, c'est pas normal, c'est un scandale. Donc en gros, l'Union européenne t'interdit aujourd'hui de remettre tes frontières si tu veux à un moment donné gérer quand même ces flux qui peuvent s'avérer dangereux. C'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que l'Union européenne te demande d'ouvrir ton pays, d'accueillir tout le monde et de gérer. On a clairement, en fait, qu'est-ce que dit l'Union européenne? Les peuples européens, je vous encule, je vais faire rentrer plein de marrons, comme ça vous serez tous marrons, vous allez vous bouffer la gueule entre vous, et nous on va continuer à régner. C'est exactement ce qu'on dit à l'Allemagne. L'Allemagne subit des vagues d'agression avec toujours le même profil, ils essayent de faire un truc, il y a des gens qui sont morts. Comment tu peux demander aux Allemands de pas essayer de faire quelque chose? N'importe quel pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Nord, n'importe quel pays, déjà ça serait mal passé. Je trouve que les Allemands quand même ils ont de la résilience parce que dans d'autres pays il y aurait eu des grandes ratonnades et on aurait visé tout le monde. Et le truc c'est que dans tous les pays les gars prennent des mesures. L'Union européenne interdit à un pays qui a subi 3 agressions graves au couteau avec des morts, lui interdit de se protéger. C'est ça l'Union européenne. Voilà ce que me fait dire surtout ce tweet de Laurent Ozan. Mais il y a une mortification en Allemagne aussi sur le thème de l'ethnicité. Il y a une réaction surtout. Il y a plein d'Allemands qui se sont réveillés, qui ont dit c'est bon, arrêtez, c'est bon, c'est fini le carnaval, faut arrêter maintenant les gars. Voilà. Ouais, ça se réveille. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis 45, il y a une mortification sur ce sujet de la part de l'Allemagne. Elle essaie de rappeler l'hitlérisme, le nazisme. Ouais, mais enfin là, on est loin de tout ça, quoi. Oui, non, mais de fait, elle part de loin, quoi. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a cette résilience. L'Allemagne, comme la France, comme tous ces pays européens, subissent la destruction du monde par l'OTAN ces 30 dernières années qui a déstructuré plein de pays, subissent les inégalités et on demande au peuple européen de rééquilibrer. Mais c'est de la merde. Parce que le problème, globalement, c'est qu'il faut fixer les gens et amener des îlots de richesse là où il y en a pas, plutôt qu'amener de la pauvreté, de la misère et du déséquilibre là où il reste encore un peu de richesse. Imagine, là c'est du blanc. On parle de couleur, il n'y a rien de raciste. C'est juste pour que vous figurez. Là, il y a du blanc. Il faut emmener du blanc ailleurs plutôt que ramener du noir. Ah non, mais si je dis ça, en plus avec l'Afrique, on va détourner mes propos. Comment dire? Il y a des pays pauvres.
Il y a de la misère. Les gens, ils sont pas organisés. Ils essayent, ils font ce qu'ils peuvent. Ils sont pas plus cons qu'un autre, mais c'est compliqué un pays pour le mettre. Ces gens-là, il y en a beaucoup. Voilà, je vais te la faire simple. Il y en a beaucoup, ils sont jeunes, ils ont pas envie d'attendre 3 générations, reconstruire ton pays, tout ça, ça leur passe au-dessus de la tête. Ils essayent de faire ce qu'a fait mon père, ce qu'ont fait sûrement vos ancêtres. Donc tout le monde, voilà, ils montent dans des îlots de richesse. Eux, à la limite, je les comprends. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on les laisse faire, parce que ça, voilà, si tu ramènes toute la misère du monde en Europe, l'Europe deviendra miséreuse. C'est pas l'inverse qui va se produire. Alors que si l'Europe, les peuples européens ne sont pour rien dans les exactions de leur gouvernement, si l'Europe et ceux qui dirigent réellement le monde avaient, au contraire, contribué à ramener des îlots de richesse, de prospérité dans des endroits, ces migrations n'auraient plus lieu d'être, et là, on aurait ramené de la richesse ailleurs. Voilà ce que je veux dire. Je l'ai dit maladroitement, mais vous m'avez compris.